Avez-vous déjà regardé autour de vous et vous demande pourquoi vous jouez à un jeu auquel vous ne vous étiez jamais inscrit? Pourquoi suivez-vous certaines règles et attentes qui ne semblent pas vous servir? J'avais l'habitude de vivre comme ça, toujours en essayant de m'intégrer, de maintenir la paix et d'être ce que tout le monde s'attendait à ce que je sois. Mais voici une vérité que j'ai apprise à mes dépenses. Beaucoup des habitudes sociales que nous adoptons ne concernent pas une vie érotique, elles servent à nous maintenir petits, confortables et conformistes. Si vous avez déjà eu l'impression de vivre en pilotage automatique, en vivant la version du succès de quelqu'un d'autre, alors il est temps de changer. Il est temps de laisser tomber silencieusement les habitudes sociales toxiques qui vous empêchent de vivre une vie de but, de liberté et de véritable connexion. Ce parcours n'est pas facile et il ne sera pas sans inconfort, mais une fois que vous commencerez à éliminer ces habitudes, vous commencerez à vivre selon vos propres termes, enfin libre d'y être vous-même, sans excuse. La première habitude sociale, le besoin de plaire aux autres. Parlons du besoin de plaire aux autres, une habitude si ancrée en nous que nous savons donc souvent avec la gentillesse. Mais voici le problème, le besoin de plaire n'est pas de la gentillesse, c'est de l'auto-sabotage de guise en politesse. J'ai été le modèle parfait de cette attitude, je disais oui à chaque demande, je souriais à travers chaque désagrément, et je me contorsionnais juste pour garder les autres heureux. Je pensais être généreux, mais en réalité, je mettais les besoins des autres avant les miens à mes propres dépenses. Le tournant est venu lorsque j'ai réalisé que satisfaire constamment les autres n'est pas seulement épuisant, mais aussi un billet aller simple vers le sentiment. Je me pliais en quatre pour accommoder des personnes qui n'approchaient même pas mes efforts. Le plus amusant, c'est que plus j'essayais de plaire à tout le monde, moins je recevais de respect en retour. C'était comme si, en disant toujours souhait, je disais au monde que mon temps, mon énergie et même ma valeur personnelle étaient à la disposition de tous. Alors j'ai décidé de changer la donne. J'ai commencé à dire non quand je le voulais, sans une liste d'excuses pour le justifier. Et devinez quoi? Le monde ne s'est pas effondré. En fait, les personnes qui tenaient vraiment à moi respectaient mes limites et admiraient ma nouvelle confiance. Oui, certaines personnes étaient choquées, peut-être même un peu offensées, mais ces réactions ne révélaient que qui était vraiment dans mon coin. Voici la partie controversée, le besoin de plaire est égoïste, pas désintéressé. Lorsque vous essayez constamment de garder tout le monde heureux, vous ne le faites pas pour eux, vous le faites pour éviter l'inconfort, le rejet ou la confrontation. Il s'agit de vous protéger de la douleur, pas de vraiment aider les autres. Une fois que j'ai compris cela, j'ai cessé d'essayer d'être le meilleur ami de tout le monde et j'ai commencé à être le mien. Alors si vous étiez encore piégé dans le cycle du besoin de plaire, il est temps de vous réveiller. Vous n'êtes pas un paillasson et votre valeur n'est pas liée à combien vous pouvez donner aux autres. Libérez-vous de cette habitude et vous découvrirez que les personnes qui comptent restent restreintes, tandis que celles qui ne le font pas disparaîtront silencieusement. Et croyez-moi, la vie devient beaucoup plus légère quand vous ne portez pas les attentes des autres sur vos épaules. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à agir, veuillez commenter 9. Sinon, commentez 0. Vos retours comptent beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. La deuxième habitude, garder des rancunes. Garder des rancunes, c'est saisir une braise ardente en espérant que la personne qui vous a fait du tour ressentira la chaleur. Et j'étais un expert en la matière, en m'accrochant à chaque mot blessant et à chaque trahison, convaincu que ma rancœur était une forme de justice. Je pensais qu'en gardant ma colère, je me protégeais d'une douleur supplémentaire. Mais la vérité est que garder une rancune fait plus de mal à vos cas quiconque, c'est comme empoisonner votre propre cœur en espérant que l'autre personne souffrira. Il y a eu un temps où quelqu'un en qui j'avais profondément confiance et m'a trahi. J'ai tenu cette colère pendant des années, répétant le scénario dans ma tête et imaginant différents résultats où j'avais le dernier mot, la dernière réplique. Je pensais qu'en nourrissant cette rancune,
je maintenais d'une certaine manière le contrôle, empêchant la douleur de m'y toucher. Mais au lieu de me sentir puissant, je me sentais lourd, accablé par le poids de ma propre rancœur. La rancune ne m'a pas protégé, elle m'a maintenu prisonnier. Voici la vérité profonde, garder une rancune, c'est comme s'ancrer dans une mer orageuse. Vous pensez que cela vous maintient stable, mais en réalité, cela vous tire vers le bas, vous noyant dans une mer d'amertume et de cimes. Plus vous vous accrochez, plus vous coulez, jusqu'à ce que vous réalisiez que la seule façon de vous sauver est de laisser aller. Mais laisser aller ne signifie pas oublier ou cautionner ce qui se passe, il s'agit de choisir votre paix plutôt que votre douleur. J'ai finalement compris que le pardon ne concerne pas l'autre personne, c'est une manière de récupérer votre propre liberté. C'est dire, je refuse de laisser cette douleur définir qui je suis ou comment je vis ma vie. Lorsque j'ai enfin lâché prise sur cette rancune, j'ai ressenti une incroyable sensation de soulagement, comme si un poids avait été levé de mes épaules. C'est alors que j'ai compris, garder une rancune ne vous protège pas des blessures futures. Cela vous maintient simplement enchaîné au passé. Et voici le message plus profond, la vie est trop courte pour être vécue enchaînée, surtout par des chaînes que nous forgeons nous. Les rancunes sont des chaînes qui nous lient à nos blessures, nous empêchant de se guérir, de grandir et de trouver le véritable bonheur. Le pardon est la clé qui déverrouille ces chaînes. C'est un acte de courage, d'amour de soi et de sagesse profonde. C'est reconnaître que, bien que nous ne puissions pas changer le passé, nous avons le pouvoir de façonner notre avenir. Alors si vous vous accrochez à une rancune, demandez-vous ceci. Est-ce vraiment comme ça que vous voulez dépenser votre énergie? Est-ce ainsi que vous voulez définir votre vie? Laissez aller, non pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Libérez-vous de ce fardeau et regardez comment votre vie s'ouvre lorsque vous laissez plus les blessures passées dicter votre présent et votre avenir. En fin de compte, le message le plus profond est le suivant, le pardon ne consiste pas à réparer les torts, il s'agit de se retrouver entier à nouveau. Habitude numéro 3, ignorer les signaux d'alerte dans les relations. Nous y sommes tous déjà passés, quoique dans une relation où rien ne semble juste, mais nous nous convaincons de continuer quand même. Peut-être avons-nous peur d'y être seuls ou nous croyons que les choses vont magiquement s'améliorer avec le temps. J'ai également été coupable de cela, ignorant des signaux d'alerte flagrants parce que je ne voulais pas forcer ça la vérité. Mais voici la dure réalité, ignorer les signaux d'alerte dans une relation. C'est comme conduire les yeux fermes, vous êtes sûr de percuter quelque chose. Et plus vous les ignorez, plus l'accident sera grave. Une fois je suis resté dans une relation que je savais toxique de ces deux. Il y avait des disputes constantes, des commentaires irrespectueux et un manque de confiance, mais au lieu d'affronter les problèmes ou de m'en aller, je continuais à faire des excuses. C'est juste une mauvaise passe, me disais-je, où tout le monde a ses défauts, peut-être que je réagis trop. Je voulais tellement que cela fonctionne que j'ignorais chaque signe que si m'allait chez toi avec. La vérité est que les signaux d'alerte sont là pour une raison. Ce sont des signaux d'avertissement indiquant que quelque chose ne va pas fondamentalement. Que ce soit un manque de respect, une malhonnêteté constante ou des comportements qui vous mettent mal à l'aise, ces signes ne devraient pas être minimisés ou négligés. Lorsque vous ignorez les signaux d'alerte, vous choisissez essentiellement de compromettre votre propre bien-être pour le maintien d'une relation qui ne vous sert pas. Voici la partie controversée, ignorer les signaux d'alerte n'est pas une question d'y être trop indulgent ou trop optimiste. C'est une trahison de soi. Lorsque vous choisissez d'ignorer ces signaux d'avertissement, vous vous dites que vos besoins, vos sentiments et votre intuition n'ont pas d'importance. Vous priorisez le confort ou l'approbation de quelqu'un d'autre au détriment de votre propre bonheur et de votre tranquillité d'esprit, et c'est un jeu dont je veux jouer. J'ai appris à mes dépens que les signaux d'alerte ne disparaissent pas. Ils deviennent plus grands et plus structurés qu'avec l'âme. Plus vous les ignorez, plus ils aggravent en transformant ce qui aurait pu être un problème mineur en une crise majeure.
Dans mon cas, la relation a finalement implosé, et je me suis retrouvé à me demander pourquoi je n'étais pas parti plus tôt, avant que les choses ne deviennent si graves. Les signes étaient là depuis le début, mais j'ai choisi de fermer les yeux dessus. Voici le message profond: ignorer les signaux d'alerte ne consiste pas seulement à éviter des vérités inconfortables. C'est tenir le respect et l'amour que vous méritez. Vous méritez d'y être dans une relation où vous vous sentez en sécurité, valorisé, écoute, pas dans une relation où vous êtes constamment sur le qui-vive, espérant que les choses vont changer. Lorsque vous commencez à remarquer ces signaux d'alerte, écoutez-les. Ils sont la façon dont votre intuition vous protège, vous guide focus vers quelque chose de meilleur. S'éloigner d'une relation qui montre des signaux d'alerte n'est pas facile, surtout si vous êtes émotionnellement investi. C'est une étape nécessaire pour la préservation de soi et la croissance. C'est choisir vous-même plutôt que l'applaudir être seul, à l'espoir que les choses s'améliorent. C'est reconnaître que vous méritez plus que de vous contenter d'une relation qui ne respecte pas qui vous êtes ça. Alors si vous êtes dans une relation où des signaux d'alerte s'agitent, ne les ignorez pas. Ne faites pas d'excuses ni ne vous persuadez que vous pouvez régler les choses seul. Faites confiance à votre instinct, priorisez votre bien-être et ayez le courage de partir si nécessaire. Car au final, la relation la plus importante que vous aurez jamais est celle avec vous-même, et vous méritez d'être dans une relation qui la reflète, une relation où vous êtes véritablement vu, respecté et aimé. Habitude numéro 4, reste silencieux sur des questions importantes. Reste silencieux sur des questions importantes est souvent considéré comme le chemin de la moindre résistance, un moyen de maintenir la paix, d'éviter le conflit et de maintenir le statu quo. Mais voici la dure vérité, le silence face à l'injustice, en méfait ou des dilemmes moraux et n'est pas de la neutralité, c'est de la complicité. Je croyais autrefois que garder le silence était la bonne chose à faire, surtout lorsque les enjeux étaient élections divisantes. Je me disais que ce n'était pas à moi de parler, que ma voix ne ferait pas de différence. Mais avec le temps, j'ai réalisé que rester silencieux était plus qu'un simple échec personnel. C'était une trahison de mes valeurs et un manque de respect pour le monde qui m'entoure. Il y a eu un moment où j'ai été témoin de quelque chose de profondément injuste dans mon lieu de travail. Un collègue était maltraité, ses contributions étaient minimisées et sa dignité était bafouée. Je le voyais se produire jour après jour, mais je baissais la tête et, me disant que ce n'était pas mon combat. Je ne voulais pas remuer le pot ou risquer ma propre position, alors je restais silencieux, pensant que quelqu'un d'autre interviendrait, que la situation se résoudrait d'elle-même. Mais ce ne fut pas le cas, et mon silence pesait sur moi, un rappel constant que j'avais choisi le confort plutôt que le courage. Voici la partie controversée, rester silencieux sur des questions importantes n'est pas simplement un acte de passif, c'est être un actif de laisser des injustices sans réponse. Lorsque vous restez silencieux, vous donnez votre approbation tacite aux choses que vous savez être mauvaises. Vous laissez l'injustice persister, non pas parce que vous êtes d'accord avec elle, mais parce que vous êtes trop effrayé ou trop complaisant pour parler. Ce n'est pas seulement une question d'intégrité personnelle, c'est une question de l'impact plus large de votre silence. Lorsque les bonnes personnes ne disent rien, le mal prospère. Avec le temps, j'ai compris que le silence n'est pas un bouclier, c'est une prison. Il vous enferme dans un espace où vous compromettez constamment vos valeurs, avalez votre voix et regardez les choses qui vous tiennent à cœur s'effondrer. Car du silence s'élève, il ôte votre respect de soi et nuit à vos relations et permet au mal de continuer sans trave. Dans mon cas, la culpabilité de ne pas avoir défendu ce qui était juste me hantait longtemps après que l'incident soit passé, on peut croire que mon silence avait des conséquences au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Le message profond ici est que s'exprimer, même lorsque c'est inconfortable, est une obligation morale. C'est être fidèle à soi-même et aux principes que vous charissez. C'est reconnaître que votre voix compte, que vous avez le pouvoir d'influencer le changement,
peu importe à quel point votre contribution peut sembler petite. Le silence peut vous protéger d'un conflit immédiat, mais il vous prive également de la chance de faire une différence, de défendre ce qui est juste et de vivre en accord avec vos valeurs. Il est important de comprendre que parler ne signifie pas être confrontationnel ou irrespectueux. Il s'agit d'être honnête, direct et courageux face à un méfait. Il s'agit de trouver la force de dire « ce n'est pas juste », mais il est plus facile de rester silencieux. Ouais, il peut y avoir des risques de répercussions des critiques ou membres des personnels, mais ces risques pâlissent en comparaison des dommages causés par temps. Une des leçons les plus puissantes que j'ai apprises c'est ce que le silence est rarement dit lorsqu'il s'agit de questions importantes. Votre voix est un outil de force pour le bien qui peut défier l'injustice, inspirer les changements et défendre les vulnérables. Lorsque vous restez silencieux, vous choisissez de laisser ce pouvoir s'éteindre. Mais lorsque vous vous exprimez, vous ne défendez pas seulement les autres, vous récupérez votre propre intégrité, renforcez vos valeurs et montrez au monde qui vous êtes vraiment. Donc, la prochaine fois que vous serez tenté de rester silencieux sur une importante, rappelez-vous ceci, votre voix compte. Elle peut faire une différence, même si c'est juste dans la vie d'une personne. Ne laissez pas la peur ou la complaisance vous empêcher de vous exprimer. Le monde a besoin de plus de voix de courage, plus de personnes prêtes à défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Car, au final, rester silencieux sur des questions importantes ne vous proche pas. Cela vous diminue, et le coût de ce silence est trop élevé à payer. Habitude numéro 5, chercher un divertissement constant dans ce monde d'aujourd'hui, où des flux de contenu finissent à partir de clics. Chercher un divertissement constant est devenu presque une seconde nature. Nous sommes bombardés de distractions, les réseaux sociaux, les émissions de télévision et plus de vidéos, et plus encore, tout ce qu'on concuse garder, accroche et nous faire revenir pour plus. Je l'admets, j'ai été également pris dans ce cycle. Chaque moment libre était rempli de quelque chose, faire défiler mon téléphone, binge-watcher la dernière série, ou plonger dans la prochaine tendance virale. Cela semblait bon sur le moment, mais voici la vérité inconfortable. Chercher un divertissement constant est une forme subtile d'évasion, et cela érode lentement notre capacité à affronter la réalité, à penser profondément et à vivre des vies significatives. Je me souviens de journées où je dérivais sans réfléchir d'une forme de divertissement à l'autre, à peine conscient des heures qui passaient. Il était si facile de se perdre dans la mer sans fin de distractions, me convainquant que je me détendais simplement. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ce que je faisais vraiment, c'était éviter quelque chose de bien plus important, mes propres pensées, émotions et responsabilités. Le besoin constant de divertissement ne remplissait pas seulement mon temps, il comblait un vide que je n'étais pas prêt à affronter. Voici où cela devient controverse. Chercher un divertissement constant est une manière de nous anesthésier aux réalités de la vie. Nous y avons recours pour éviter l'ennui, l'inconfort et parfois même nos propres pensées. Mais en nous distrayant constamment, nous nous privons de la chance de grandir, de réfléchir et de véritablement vivre. Nous échangeons la profondeur contre des plaisirs superficiels éphémères qui ne font plus que remplir temporairement les vides de nos vies. Pensez, quand avez-vous pris la dernière fois un moment de silence sans atteindre votre téléphone ou allumer la télévision? Quand avez-vous laissé de côté la nuit pour simplement vous séquestrer avec vos pensées et voir où elles vous menaient? Pour beaucoup d'entre nous, l'idée d'être seul avec nos pensées est terrifiante. Donc nous les noyons dans un divertissement sans fin. C'est ce faisant, nous passons à côté de quelque chose d'incroyablement précieux. Ou l'occasion de vraiment nous connaître, puis affronter les choses qui nous mettent mal à l'aise, et de trouver un sens au-delà des distractions. J'ai appris cette leçon lorsque j'ai décidé de faire une pause dans tout le bruit. J'ai fait un détox numérique, coupant les réseaux sociaux, la télévision, et toutes les distractions habituelles pendant une semaine. Au début, c'était incroyablement difficile. Je me sentais agité, ennuyé, anxieux.
Mais au fil des jours, quelque chose de surprenant s'est produit. Jay commence à me reconnecter avec moi-même. Jay trouve du temps pour réfléchir profondément à mes objectifs, à mes relations et à mon but. Jay commence à lire des livres que je remettais à plus tard, à tenir un journal de mes pensées, et même à simplement profiter des moments de calme. Et cela était libérateur. Pour la première fois depuis longtemps, je ne fuyais pas la vie, j'ai été pleinement présent en elle. Le message profond ici est que le divertissement constant n'est pas juste une habitude inoffensive, c'est une barrière à la croissance personnelle, à la découverte de soi et à une vie significative. Lorsque nous remplissons chaque moment de distraction, nous évitons les choses qui pourraient nous mener à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Nous manquons la richesse qui découle de l'introspection, de la créativité et des expériences réelles. Il n'y a rien de mal à profiter du divertissement avec modération, mais lorsque cela devient un besoin constant, il est temps de prendre du recul et de se demander ce que nous évitons vraiment. Est-ce l'inconfort d'être seul avec nos pensées? La peur de faire face à nos défis de fond? Le vide d'une vie vécue en surface? Si vous vous retrouvez constamment à chercher du divertissement, mettez-vous au défi de faire une pause. Passez du temps en silence, engagez-vous dans des conversations significatives, poursuivez des loisirs qui ne nécessitent pas d'écrans ou asseyez-vous simplement et réfléchissez. Cela peut être inconfortable au début, mais c'est dans ces moments d'inconfort que la vraie croissance se produit. Vous découvrirez que la vie est beaucoup plus riche lorsque vous ne fuyez pas, et que le vrai bonheur ne vient pas des distractions, mais d'une vie vécue avec intention et but. Alors cessez de remplir chaque moment de bruit et commencez à embrasser le silence. Laissez tomber le besoin de divertissement constant, et vous découvrirez une vivre plus profonde et plus satisfaisante. Une façon qui ne consiste pas à fuir la réalité, mais à l'embrasser pleinement. Habitude numéro 6. Partager trop de détails personnels. À une époque où les réseaux sociaux nous invitent à partager chaque aspect de nos vies avec le monde, il est facile de tomber dans le piège de partager trop de détails personnels. Nous l'avons tous vu, le long post émotionnel d'un ami sur Facebook ou quelqu'un qui expose son drame relationnel sur Instagram pour que tout le monde le voie. J'ai moi-même été coupable de cela, croyant que partager mes luttes et mes opinions et mes moments intimes, que ce soit avec les autres, soit en ligne ou en personne, était un moyen de créer des liens, de montrer mon authenticité et de construire des relations. Mais voici la réalité inconfortable, partager trop de détails personnels ne nous rapproche pas des autres. Cela les repousse souvent, et cela peut nous laisser vulnérables de manière que nous n'avions jamais anticipé. Je me souviens quand je me suis lancé dans les réseaux sociaux. Je pensais que partager ma vie ouvertement me rendrait plus robustes et relater autres à mieux me comprendrait. Je publiais sur mes mauvaises journées, mes frustrations au travail, et même les hauts et les bas de mes relations. Au début, cela semblait libérateur de tout mettre sur la table, d'être complètement ouvert et honnête. Mais avec le temps j'ai remarqué quelque chose de troublant. Au lieu de me sentir plus correct autre, j'ai commencé à me sentir exposé même juge. Des personnes que je connaissais à peine intervenaient dans ma vie, offrant des conseils non sollicités ou, pire, utilisant mes vulnérabilités contre moi. Voici la partie controversée, partager trop de détails personnels n'est pas une question d'authenticité, c'est une quête de validation et d'attention, détaillement de notre propre vie privée et de notre dignité. Lorsque nous partageons trop, nous recherchons souvent de la sympathie, de l'approbation ou du réconfort de la part des autres, plutôt que de gérer nos émotions de manière saine et privée. Nous pouvons nous dire que nous sommes courageux ou ouverts, mais en réalité, nous donnons des morceaux de nous-mêmes à des personnes qui n'ont pas mérité ce niveau de confiance ou d'intimité. Il y a aussi la question de la perception que les autres ont de nous lorsque nous partageons trop. Bien que nous puissions penser qu'être ouvert nous rend plus sympathiques, cela peut avoir l'effet inverse. Partager trop peut mettre les autres mal à l'aise,
les placer dans des positions délicates ou les amener à remettre en question notre jugement et nos limites. Cela peut également attirer le mauvais type d'attention de personnes qui pourraient exploiter nos vulnérabilités plutôt que de nous soutenir. Dans mon cas, j'ai appris à mes dépens que toutes les personnes qui écoutent votre histoire n'ont pas vos meilleurs intérêts de soi. Mais le problème plus profond avec le partage excessif, c'est ce qu'il fait à notre sens de soi. Lorsque nous partageons habituellement nos détails personnels avec les autres, et en particulier dans des forums publics, nous externalisons notre traitement émotionnel. Au lieu de prendre le temps de réfléchir à nos expériences, de comprendre nos sentiments et de décider ce qui vaut vraiment la peine d'y être partagé, nous nous précipitons pour tout mettre en avant, espérant des retours ou une validation immédiate. Cela réduit non seulement la valeur de nos expériences, mais empêche également le développement de la force intérieure et de la résilience qui viennent de la gestion de nos émotions en privé. Le message profond d'ici est que la vie privée est une forme de pouvoir, et le partage excessif est un moyen de donner ce pouvoir. Il est important de comprendre que toutes les sentences, sentiments ou expériences ne doivent pas être partagées avec le monde. Certaines choses sont mieux à garder pour nous-mêmes ou partagées uniquement avec ceux qui ont gagné notre confiance et ont un intérêt véritable pour notre bien-être. On nous restable, non, en étant plus sélectifs sur ce que nous partageons et avec qui nous sommes pas secrets ou malhonnêtes, nous faisons preuve de sagesse. Nous préservons notre dignité, protégeons nos vulnérabilités et maintenons le contrôle sur notre propre réussite. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais vous ouvrir aux autres. Partage est une partie essentielle de la construction de relations significatives, mais il s'agit de trouver un équilibre, savoir compter et vous partager, et de comprendre que chaque aspect de votre vie n'a pas besoin d'être exposé. Les personnes qui se soucient vraiment de vous approcheront les parties de vous que vous choisissez de partager sans avoir besoin de connaître chaque détail. Et les personnes qui ne le font pas, eh bien, elles ne méritent pas de connaître les parties les plus intimes de votre vie de toute façon. Si vous avez tendance à partager trop, faites un pas en arrière et demandez-vous pourquoi. Cherchez-vous de la validation? Essayez-vous de combler un vide émotionnel? Espérez-vous qu'en mettant tout sur la table, vous trouverez d'une manière ou d'une autre la connexion ou le soutien qui vous manque? Une fois que vous aurez compris les raisons sous-jacentes, vous pourrez commencer à les aborder de manière plus saine et plus privée. Au final, la clé d'une connexion authentique n'est pas le partage excessif, il s'agit d'être conscient et intentionnel avec ce que vous choisissez de partager et avec qui. Le partage excessif revient souvent d'un besoin de validation ou d'attention, mais la véritable connexion ne consiste pas à exposer chaque partie de votre vie à quiconque écoutera. Il s'agit de reconnaître que vos expériences personnelles, vos émotions et vos luttes sont précieuses et méritent d'être partagées uniquement avec ceux qui ont gagné le droit de les entendre, des personnes qui respecteront et apprécieront votre vulnérabilité sans l'exploiter. Pensez à votre vie personnelle comme à un trésor. Vous ne confieriez pas quelque chose de précieux à n'importe qui, vous seriez sélectif, sachant que tout le monde n'est pas confiance, ou n'a pas vos meilleurs intérêts de cœur. Il en va de même pour vos pensées, sentiments et expériences les plus intimes. Lorsque vous établissez des limites saines autour de ce que vous partagez, vous ne vous fermez pas, vous protégez votre bien-être émotionnel. Vous vous assurez que les personnes à qui vous vous confiez sont celles qui se soucient vraiment de vous, et on prouve leur loyauté au fil du temps. En faisant cela, vous créez des relations qui reposent sur une base de respect mutuel, de confiance et de compréhension authentique. Ces connexions sont plus profondes que celles construites sur des extrêmes superficiels ou des monts fugaces de vulnérabilité. Elles résistent à l'épreuve du temps parce qu'elles sont basées sur l'authenticité et une interaction significative, et non pas sur la satisfaction temporaire de révéler trop de choses et trop vite. De plus, établir des limites ne signifie pas que vous cachez votre vrai soi.
Cela signifie que vous faites preuve de discernement, choisissant de partager vie de manière à enlever votre dignité et à protéger votre vie privée. Le partage excessif réduit souvent la valeur de nos expériences parce qu'il transforme des moments profonds en conversations banales, dépouillant leur profondeur et leur signification. Lorsque vous êtes sélectif sur ce que vous partagez, vos détails personnels conservent leur signification et les personnes avec qui vous les partagez les approprient plus profondément. Dans un monde où les réseaux sociaux et la connectivité constante peuvent nous pousser tous et voilà, apprendre à embrasser la vie privée et la discrétion devient un acte puissant de respect de soi. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre réussite et de comprendre que votre valeur n'est pas mesurée par ce que vous révélez. 7. En fin de compte, la satisfaction et l'épanouissement que vous tirez de la formation de relations basées sur une connexion authentique et une confiance mutuelle. Elles emporteront largement sur la gratification au passage qui découle de l'oversharing avec des échanges, des connaissances. Alors, prenez du recul et réfléchissez aux limites que vous avez établies autour de votre vie personnelle. Partagez-vous depuis un endroit de connexion authentique ou cherchez-vous à obtenir une validation? Lorsque vous privilégiez la qualité sur la quantité dans vos interactions, vous découvrirez une amitié plus profonde et plus épanouissante de vous relier aux autres. Et ce type de connexion, ancré dans le respect, la compréhension des valeurs partagées, est bien plus précieux que les plaisirs temporaires de l'oversharing. Bonus, arrêtez de vous comparer aux autres. Dans la société d'aujourd'hui où les réseaux sociaux sont inondés d'images de succès, de bonheur et de perfection, se comparer aux autres est devenu une habitude courante. Nous voyons facilement la vie des autres, des maisons luxueuses et des vacances somptueuses et des carrières réussies, et nous les comparons inconsciemment à nos propres vies. Cela peut entraîner des sentiments d'insuffisance, une insatisfaction à notre égard et un désir constant d'atteindre ce que nous n'avons pas. Moi aussi je suis tombé dans ce piège, passant beaucoup de temps à regarder la vie des autres et à me demander pourquoi ils n'avaient pas réussi pour réaliser les mêmes choses. Mais la vérité est que se comparer aux autres héros, non seulement notre confiance en soi, mais diminue également notre appréciation pour ce que nous avons déjà. Chacun a son propre parcours, ses circonstances et ses défis. Lorsque nous comparons aux autres, nous négligeons les efforts, les expériences et les valeurs personnelles uniques qui nous définissent. Il est important de se rappeler que les réseaux sociaux ne montrent que le code glamour de la vie. Les images ou les publications que nous voyons ne reflètent souvent pas pleinement les difficultés, les excès ou la tristesse que chaque personne traverse. Lorsque nous nous concentrons trop sur la comparaison, nous perdons la capacité de ressentir de refaire nos propres pescrits et nous avons constamment l'impression de n'avoir que fait, de ne pas être. Au lieu de vous comparer aux autres, apprenez à vous comparer à la personne que vous étiez hier. Concentrez-vous sur votre croissance personnelle et efforcez-vous de devenir la meilleure version de vous-même. Lorsque vous cessez de vous comparer aux autres, vous trouverez la paix, la confiance et une appréciation plus profonde pour ce que vous avez et ce que vous avez accompli. La vie n'est pas une course contre les autres, c'est un voyage de découverte de soi et d'amélioration. Ces habitudes, que ce soit l'envie de plaire à tout le monde, s'accrocher à des rancunes ou la recherche incessante des divertissements sont comme des chaînes invisibles qui entravent votre progression. La clé de la libération est de se débarrasser discrètement de ces habitudes. Après tout, la véritable croissance épanouie dans l'ombre. La vraie transformation se produit dans ces moments calmes où vous vous alignez sur vos valeurs fondamentales plutôt que de chercher la validation des autres. En libérant progressivement ce qui ne vous sert plus, vous cultivez une vie plus authentique et épanouissante. Au lieu d'annoncer votre parcours, concentrez-vous sur le fait de vivre avec intégrité, libéré du fardeau des attentes externes. Au fur et à mesure que vous éliminez ces habitudes, une par une, vous remarquerez que votre vie devient plus simple, plus significative et profondément gratifiante. Et maintenant, temps de passer à l'action.
Réfléchissez à une habitude que vous souhaitez changer aujourd'hui et commencez votre voyage vers un vous plus autonome et authentique.